Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrator pour cette review numéro 62 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Iki du Phoenix V1, entendez par là Early Bronze Cloth, en version EX de la marque Great Toys, que je vais vous comparer à son alter ego en mid-cloth classique de chez Bandai, ici à droite. Vous aurez remarqué que cette version est la version Revival de la mid-cloth classique de cette même marque. Et donc, si jamais vous êtes intéressé par la différence entre la version Revival et la version première édition, je ne peux que vous renvoyer vers la revue numéro 11 où je passe au crible ces deux figurines et lors de laquelle j'insiste bien sur les différences entre ces deux versions. La différence majeure entre ces deux versions, eh bien, c'est la présence dans la version première édition d'un visage masqué que vous ne retrouverez pas dans cette boîte. Maintenant, si j'ai décidé de prendre cette version pour le comparatif, c'est que je me suis dit que si vous étiez hésitant entre ces deux versions et que au final vous optiez pour cette version classique, ça serait sans doute plus facile de vous la procurer que la version première édition. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci pour le comparatif. Maintenant, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quasiment tout ce que je peux dire pour cette version Revival sera applicable également pour la première édition. Si on parle maintenant de cette version Great Toys, dans quel état d'esprit je l'aborde? Eh bien je dois dire que c'est avec pas mal d'enthousiasme, l'enthousiasme qu'on peut avoir comme d'habitude pour une gamme qui s'achève, puisque c'est la dernière de la gamme V1 EX commencée il y a plus de 2 ans il me semble. En plus, enthousiasme exacerbé par le fait que cette figurine, on l'a quand même attendue 1 an. Donc j'ai hâte de vérifier que l'attente en valait la peine. On commence comme d'habitude par les tarifs et les packaging. La version Great Toys est trouvable dans des prix s'échelonnant entre 50 et 70 €, frais de port compris et TVA comprise selon les boutiques, alors que la version Bandai est elle difficilement trouvable à moins de 150-200 €. La raison d'un prix aussi élevé chez Bandai, c'est que cette figurine fait partie des deux Revival qui n'ont pas été réédités par Bandai. Et en plus, par rapport à l'autre Revival, qui est celle du Cygne, qui n'a pas été rééditée non plus, celle-ci souffre du fait que c'est la première Revival à être sortie de la série Revival DV1 de chez Bandai. Ce qui veut dire que si vous êtes nouveau ou récent collectionneur et que vous avez commencé à acquérir ces versions 1 Revival assez tardivement, vous avez pu acquérir sans problème le Pégase, Andromède et le Dragon, un peu plus difficilement le Cygne, et vraisemblablement très difficilement ce Phoenix qui était malheureusement sold out dans toutes les boutiques. Et donc comme d'habitude, demande importante et offre minime fait s'envoler les prix. Et donc c'est pour cela que c'est le seul de la gamme qui dépasse allègrement les 150-200 €. Donc ça c'est pour ce qui est des tarifs. Maintenant en termes de packaging, je ne vais pas faire 3 semaines dessus parce que pour ce qui est de la Bandai, je l'ai déjà passé en long, en large et en travers. Pour ce qui est de la Great Toys, il n'y a pas grand intérêt. Sur cette première boîte qui est celle qui contient le personnage, eh bien vous allez retrouver un visuel de Iki, on reconnaît bien Iki, donc ça il n'y a pas de souci. Maintenant la tenue qui est adoptée est une tenue sportive qui est assez loin de la série, mais vous comprendrez bien entendu que ici Great Toys essaie simplement de passer sous les radars de la douane. Ensuite eh bien, vous avez une deuxième boîte qui est celle qui contient les pièces d'armure. Sur cette boîte, eh bien, là aussi, on est quand même très loin de la série. On retrouve une créature qui est à 4 pattes alors qu'elle a un visage d'oiseau. Le principe, c'était de partir sur une gamme unicorn et au final, eh bien, on se rend compte qu'on est quand même assez loin de ce principe de départ où on avait, rappelez-vous, pour le Seiya, on avait vraiment un cheval avec une corne. Donc là, on avait vraiment une raison de marquer unicorn. Ici, on voit plus très bien. Donc bon, encore une fois, l'idée c'est de passer sous les radars de la douane. En fait, n'est parent avec Saint Seiya sur cette boîte que l'étoile qui est au-dessus de la boîte. Vous voyez? Donc ça fait référence directement à la série. Pour le reste, eh bien, faut bien entendu être initié à la série pour comprendre qu'il s'agit d'un personnage issu de celle-ci. Pour ce qui est du verso, eh bien, on retrouve l'inscription unicorn partout. Sur le côté, des inscriptions en chinois, que je ne vais pas être capable de vous traduire. Et on a sur cette tranche-là eh bien, des mentions légales, la norme CE, qui à mon avis de toute façon doit être totalement factice. Le fait qu'il ne faut pas donner cette figurine à un enfant de 0 à 3 ans, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il marque ça à 0-3 ans, mais qu'ensuite là il marque que ça ne peut pas être utilisé par quelqu'un qui a moins de 15 ans. Donc il y a un petit peu une contradiction entre les deux, mais bon, c'est pas grave, encore une fois, ces mentions ne sont là que pour décorer. Donc ça c'est pour la version Great Toys, sans grand intérêt, évidemment il y a quand même quelque chose, c'est pas
pas un carton brut comme d'autres marques alternatives, mais l'intérêt par rapport à la série est totalement minime. Ce qui veut dire que si pour vous la boîte a une importance, parce que vous considérez qu'un objet de collection doit également avoir un emballage qui se tient, et bien dans ce cas-là, vous voyez qu'au niveau de la version Bandai, vous allez retrouver ces éléments que vous recherchez, donc le personnage en exposition, la version forme-objet à sa droite, sur les côtés, le personnage donc, en position neutre, à l'arrière, donc quelques visuels du contenu. Sur cette tranche-là, une vision de la Pandora. Remarquez que c'est d'ailleurs l'approche qui est adoptée sur cette boîte, c'est de la faire un peu passer pour une Pandora, donc c'est-à-dire la boîte qui contient les armures. Donc ça, c'est pour les packaging. On va se retrouver dans un instant pour la découverte des contenus. Découverte des blisters sur lesquels je vais passer rapidement pour Bandai parce qu'on connaît déjà la figurine. Donc vous avez 4 protège-mains qui sont donnés. On a également 4 paires de mains, plus la main avec l'index qui pointe. On a 3 visages que je vais vous montrer en détail ensuite avec ceux de Great Toys. Donc ça c'est pour ce premier blister. Second blister contient les ailes qui vont normalement avec la forme objet, mais qu'on peut mettre également sur le personnage, plus les plumes du phénix. Donc ça, c'est pour la Bandai. Du côté de Great Toys, eh bien, on a également 2 blisters. Le premier contient le personnage qui est camouflé donc, sous sa tenue sportive. Remarquez qu'ils y ont mis moins de détails qu'avec les figurines précédentes. On a également dans ce blister donc, les pieds et aussi les sachets contenant, le sachet contenant les visages. Alors, niveau visage, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix. On a donc des visages avec le masque, et on a des visages normaux qui sont la copie presque conforme des visages de la V2 Bandai. Donc là, encore une fois, je voulais comparer ensuite avec la version Bandai première édition. Pas première édition, Revival, pardon. Ensuite, on a un sachet qui contient les chevelures. Donc chevelures à la fois pour le personnage en civil, et pour le personnage casqué, on peut discerner notamment la mèche qui se met sous le casque, petite mèche là. Donc là, encore une fois, hein, je vous les montrerai en détail ensuite. Les paires de mains. Alors, paires de mains qui sont un peu moins nombreuses apparemment que pour la Bandai, puisqu'on a seulement 1, 2, 3 paires de mains. 3 paires de mains et je ne vois pas l'index qui pointe. Ah si, il est là, pardon. 3 paires de mains plus l'index qui pointe. Donc 3 paires de mains et demi. Donc on a une paire de moins que sur la Bandai. Un sachet qui contient les jambes de la figurine. Donc il faudra les monter sur le personnage qui est camouflé par du plastique. Et enfin donc ce blister principal qui est, alors j'ai mis un morceau de pâte à fixe parce qu'il se cassait la figure. Donc qui est celui qui contient les pièces d'armure portées sur un pseudo porte-armure qui ne sert à rien. Les ailes du phénix qui justifient la grandeur de la boîte, les plumes du phénix qui sont normalement articulées, mais ça on le verra dans le détail ensuite, et donc le restant des pièces d'armure sur le dessus. Voilà, donc ça c'est pour les blisters, je vais déballer un peu ça, et nous on va se retrouver pour le comparatif des visages et des mains. Allez, c'est un peu le retour aux sources, puisque au début de la chaîne, eh bien, je faisais ça quand même assez fréquemment. Je vais vous montrer donc en comparatif les mains, les visages et les chevelures. Donc on va commencer tout de suite par l'index qui pointe. Alors je rappelle hein, qu'il y a 3 paires de mains du côté de chez Great Toys plus l'index qui pointe, et 4 paires de mains pour Bandai plus l'index qui pointe. Donc en termes de qualité de peinture, eh bien ça va encore. Vous voyez que ça déborde un petit peu au niveau de la peinture chez Great Toys, mais ça reste quand même très acceptable, hein, c'est pas du tout infamant. Ensuite, au niveau de la main de l'éventail, eh bien, ça va être l'occasion de vous montrer la différence de grain de peau entre les deux personnages. Vous voyez qu'il y a un côté beaucoup plus pâle hein, sur les doigts de la Great Toys, ce qui est un peu en contradiction avec la série, puisque dans la série, on sait très bien que Ikki a séjourné très longtemps sur une île où il faisait très très chaud, et que donc il a un teint beaucoup plus bronzé que ses camarades. Et ici, à mon avis, le teint de peau adopté par Great Toys est beaucoup trop clair. C'est à la fois trop clair pour la série, mais aussi trop clair vis-à-vis de ses visages. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc là, au niveau du point, c'est l'occasion également pour regarder ce que ça donne au niveau du protège-main, que je vous ai mis sur ce point-là. Et on remarque que celui de Bandai est quand même beaucoup plus fin, mieux profilé. En fait, ici, Great Toys s'est pas trop cassé les pieds, hein, puisqu'ils nous ont fourni des protège-mains quasiment identiques pour tous leurs personnages. Donc ils ont un côté un peu gros, hein, vous voyez, sur le pourtour. Hein. Et donc ici, on a la dernière main qui n'est pas fournie par Great Toys, donc qui est la main pouvant tenir un objet.
Bon, on voit pas trop à quoi elle va servir, puisque malheureusement dans la série on ne voit pas trop Ikki utiliser ou tenir un objet. La seule chose qu'il pourrait éventuellement tenir, mais on ne le voit pas, on ne le voit pas les lancer, c'est les plumes de Phénix. Donc là, a priori, on pourrait plaider pour ça, mais les plumes de Phénix, de toute façon, ne nous sont pas fournies par Bandai, donc on voit pas trop ce qu'il pourrait tenir avec cette main. Mais bon, Bandai nous la donne, donc on va pas cracher dessus. Pour une fois qu'il nous donne un truc en plus par rapport à la marque alternative, eh bien, c'est quand même plutôt positif. Je disais donc, au niveau du grain de peau, eh bien, si on prend par exemple cette main-là, et qu'on compare avec le grain de peau du visage, eh bien, vous remarquez que c'est quand même beaucoup plus clair que le visage, qui lui a un côté un petit peu plus bronzé. Alors je sais pas pourquoi, à mon avis, ça doit être dû aussi peut-être un peu avec le reflet de la peinture rose, hein, qui a peut-être donné un côté encore un peu plus rosé au doigt. Encore que on n'est pas dans des qualités de main aussi médiocres que ce qu'on pouvait avoir sur le Shun de la même marque. Donc ça, c'est pour les mains. Maintenant, on va évoquer le plus important, à savoir les visages. Et du côté des visages, eh bien, il ne va pas y avoir photo, hein, c'est victoire par KO pour la marque Great Toys, aussi bien en termes de nombre, hein, puisque vous voyez qu'on a quand même 4 visages. Alors, je ne vais pas tous vous montrer en détail, mais je pense que vous pouvez bien les voir ici sur l'image. Donc 4 visages normaux, plus le visage ici qui est déjà monté sur la tête, donc ça fait 5 visages normaux. 4 visages avec, avec le masque, et du côté de Bandai, eh bien, vous avez simplement 3 visages normaux et basta, vous n'avez pas de visage avec masque. Donc vous voyez qu'en termes de nombre, en termes de variété, eh bien, on a un énorme choix chez Great Toys et un choix très très limité chez Bandai. Donc déjà ça, en termes de quantité, c'est bien meilleur du côté de la marque alternative, mais aussi en termes de qualité, à mon avis, il n'y a pas photo. Donc on va prendre le visage neutre, qui est donc déjà monté sur la chevelure. Ça va être l'occasion pour nous de comparer par rapport au CTI qui m'est fourni comme d'habitude par DFK. Et bah, là aussi, vous allez voir qu'en termes de qualité, il n'y a absolument pas photo. La victoire, c'est par KO pour Great Toys. Pourquoi? Ben, c'est très simple, hein. Quand on regarde ce visage Bandai, on lui trouve un côté beaucoup trop gentil pour le personnage. On a un côté visage un peu plat déjà, qui est caractéristique de cette gamme Revival V1, mais aussi un côté vraiment trop gentillé du personnage, qui est provoqué à mon avis aussi bien par la bouche, qui est presque souriante, vous voyez, que par des yeux qui ont des iris qui sont beaucoup trop grosses. Donc on a vraiment un côté gentil, hein, qui transparaît sur ce visage. Ce qui n'est absolument pas le cas de la version Great Toys, hein. Vous voyez que aussi bien au niveau de la bouche, hein, qui a un côté pas content, que des yeux, hein, qui apparaissent quand même très déterminés, on retrouve le personnage. On a aussi un problème sans doute de forme de visage. Je pense que le visage de la Bandai n'est pas assez allongé, et de ce côté-là, eh bien, Great Toys a fait du bon boulot. Pour remarquer qu'ils n'ont rien inventé non plus, hein. Ce visage est la copie conforme du visage de la V2 Bandai, hein. Donc c'est un peu normal qu'il lui est très très ressemblant. Donc vous remarquez par rapport au CTI que quand même on a une bonne ressemblance ici du visage Great Toys. Y compris au niveau des cheveux, hein. Les cheveux sont beaucoup trop restreints, hein, sur la version Bandai. Donc il y a beaucoup plus de travail sur la version Great Toys ici. Donc bon, pas photo en termes de qualité, c'est vraiment chez Great Toys qu'on a le personnage de Ikki, et certainement pas chez Bandai. Et c'est encore pire sur les autres visages. Alors celui-ci encore, avec le rectus, qui pourrait normalement signifier un sourire un peu mesquin, ça fait plutôt le sourire un peu gentil. Alors peut-être qu'en baissant davantage son visage lors de la pose, peut-être qu'on pourrait lui rendre ce caractère un peu sourire mesquin, sourire un petit peu dédaigneux que peut avoir Ikki assez souvent dans la série. Mais honnêtement, là, comme ça, on retrouve pas vraiment cette expression que Bandai a sans doute essayé de rendre. Il y a aussi également l'absence de visage aux yeux fermés, hein, sur cette version Bandai, alors que Great Toys, eh bien, nous le fournit, et on est content de posséder ce visage, hein, parce que il y a toujours ce côté un petit peu fier de Ikki qui peut très bien être retranscrit grâce à l'utilisation de ce visage-là. Malheureusement, Bandai ne nous le fournit pas, je vais y arriver. Il préfère nous fournir ceci, qui est une immondice, il n'y a pas d'autre mot. On va comparer justement par rapport au CTI qui est à droite, là aussi, et par rapport au visage Great Toys. Regardez la différence de visage. Ce visage est-il vraiment le visage de Ikki?
pour moi, c'est un visage de personne qui s'est fait raccourcir la tête. Parce que ce que Bandai n'a pas réalisé, ou alors ils l'ont réalisé mais ils se sont dit on s'en fout, c'est qu'ils nous ont fait un visage qui a exactement la même taille qu'un visage normal. Vous voyez que le visage avec bouche ouverte a exactement la même taille que le visage avec bouche fermée. Et où est la logique là-dedans? Quand on ouvre grand la bouche, eh bien ça allonge énormément le visage. Or là, eh bien c'est exactement la même taille. Donc ça, c'est une erreur que n'a pas commise Great Toys, hein, puisque vous voyez que le visage bouche ouverte ici, si on prend le visage neutre, avec les yeux fermés, eh bien on se rend compte que le visage avec bouche ouverte, il est plus long que le visage neutre, vous voyez? Juste la mâchoire qui s'abaisse. Donc là, il y a de la logique. Et quand on ne respecte pas cette logique, eh bien on se retrouve avec ça. Un petit problème quand même, hein, en termes de proportion. Donc voilà pour ce qui est des visages. Je vais juste parler encore des chevelures. Donc chevelures arrière, qui sont toutes les deux correctes, plutôt bien travaillées des deux côtés. Vous voyez que le coloris est un peu différent. C'est beaucoup plus bleuté du côté de Bandai, alors que c'est presque bleu-gris sur la version Great Toys. Alors pas bleu-gris, mais plutôt bleu-noir, on va dire. Bon, c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faudra juste vérifier, c'est que lorsque la figurine est montée, donc avec le casque, eh bien, il n'y a pas trop d'écart entre la limite basse du casque et la chevelure. Ce qu'il pouvait y avoir notamment hein, sur le Shiryu de Great Toys. Donc il faudra vérifier ça au niveau de Great Toys et même d'ailleurs au niveau de Bandai pour voir si ça fait pas un trou à l'arrière du casque. Donc voilà pour ce qui est de ces chevelures, visage et mains. Maintenant, on va regarder les pièces d'armure. Allez, on va passer en revue maintenant les pièces. Donc pièces sur lesquelles je ne vais pas vraiment trop m'attarder sur la fidélité, parce que ça j'aurai plutôt l'occasion de vous le faire lors du comparatif final face au Setei. Donc là je vais surtout m'attarder vraiment sur la différence qu'il peut y avoir entre les pièces des deux côtés, et surtout voir aussi en termes de proportion si Great Toys a fait un effort sur ce qui était avant son point faible sur les 4 figurines précédemment sorties, à savoir le fait qu'ils avaient été un petit peu trop sous-dimensionnés sur plusieurs de leurs pièces, comparé à la Bandai et donc également au design d'origine. Donc ici vous voyez que sur ce bas de jambe, ben, en termes de proportion, il n'y a pas trop de soucis, c'est-à-dire que la pièce est un peu plus grande que celle de la Bandai, donc ce qui est logique, puisqu'on a une différence de taille entre IX et version classique. Maintenant en termes d'épaisseur, vous voyez qu'on a un côté beaucoup plus épais sur la version Great Toys, donc on peut remarquer sur les pièces ce que je soulignais tout à l'heure lors du passage en revue des mains, à savoir plus de finesse sur la version Bandai, un côté un peu plus grossier sur la version Great Toys, côté grossier que vous allez retrouver d'ailleurs sur cette genouillère qui est vraiment très épaisse du côté de chez Great Toys, avec un côté très carré, et qui est malheureusement, je pense, sous-dimensionné en termes de longueur. Vous voyez que c'est quasiment la même longueur, mais peut-être même un peu plus court hein, que celle de la Bandai. Donc ce qui, a priori, ne doit pas être très conforme, même si celle de la genouillère de la Bandai n'était déjà pas conforme, mais ça on aura l'occasion de le souligner davantage tout à l'heure lors du passage en revue de la figurine une fois montée. Ensuite, on arrive sur la jupe. Alors, jupe sur laquelle on va également voir cette différence en termes de finesse et de qualité de finition, puisque vous voyez qu'au niveau de Bandai, eh bien, on n'avait déjà pas été super esthétique pour ce qui concerne les pans latéraux, puisque la jonction se faisait à l'aide d'une pièce en plastique assez disgracieuse, que Great Toys a bien entendu repris, donc c'est moyen. Et surtout, ils ont poussé le vis à le mettre également sur le pan avant, alors que Bandai, lui, avait tout de même fait l'effort de faire une pièce chromée. Donc pour dire de garder tout de même un joli design, au moins de face. Donc là, vous voyez, économie chez Great Toys ici. Et c'est également le cas sur l'arrière. Vous voyez qu'au niveau de l'arrière, c'est aussi une attache en plastique, là où Bandai eh bien, avait mis une attache évidemment en plastique, mais mise en peinture. Donc c'est quand même plus esthétique. Plus de finesse hein, sur la version Bandai ici, sur cette jupe, et ça se voit d'ailleurs aussi sur la forme de la jupe en elle-même. Vous voyez que les pans latéraux de la jupe Great Toys, eh bien, on a du mal à les regrouper avec le pan avant, en fait. C'est le résultat des attaches qui sont peut-être un petit peu grossièrement taillées, mais c'est aussi sans doute également le résultat de la forme de la pièce en elle-même.
Donc ce qui veut dire que la figurine, une fois montée, eh bien, on aura sans doute du mal à avoir une jupe qui soit quand même bien groupée sur le personnage. Ce qui n'était pas trop difficile à faire avec la version Bandai. Dernière chose aussi, vous voyez qu'en termes d'économie de peinture, eh bien, les pans sont mis en peinture à l'intérieur de la jupe pour ce qui est de la Bandai, alors que pour la Great Toys, ça n'est pas le cas. Et ce qui pose tout de même un problème, parce que lorsque le personnage est de face, eh bien, on a quand même une vision sur les pans intérieurs de la jupe, donc ce qui donnera un côté chromé, alors que le reste est rose, alors que du côté de la Bandai, eh bien, ça reste bien rose partout. Donc là aussi, on peut regretter l'économie de peinture chez Great Toys ici. Dernière chose, hein, toujours en termes de qualité de conception, mais vous voyez que le pan avant, il a un côté un petit peu branlant, qui n'est pas existant sur la figurine Bandai. Vous voyez que ici, eh bien, le pan avant, il est bien stable, hein, comme il faut. Donc tout ceci dénote d'un certain manque de qualité, pour une fois, sur la figurine Great Toys. Bon, même si la pièce en elle-même, elle n'est pas trop mal dessinée, encore qu'en termes de proportion, eh bien, vous voyez que c'est à peu près la même taille que celle de la Bandai, hein. Donc là, encore une fois, on jugera après avec le Setei si on a un sous-dimensionnement ou pas, si éventuellement la pièce Bandai était surtaillée. Ensuite, on arrive sur l'avant-bras. Alors, avant-bras, qui là pour le coup a été nettement allongé chez Great Toys. Maintenant, vous voyez qu'en termes de forme d'avant-bras, eh bien, on n'a pas tout à fait la même chose. On a des pointes ici au niveau de la pièce Great Toys, donc ce qui peut-être marque le fait qu'on a été un petit peu trop dans l'excès, dans le redimensionnement. Maintenant, là encore une fois, on le jugera avec le Setei tout à l'heure. Bon, vous retrouvez encore une fois ce caractère un peu trop rose de l'armure Great Toys, hein. Donc on a vraiment poussé dans l'excès le caractère déjà rose de la figurine Bandai, puisque cette couleur-là n'est pas vraiment celle de l'armure de Ikki dans la série, qui est plus un rose orangé. Là, vous avez vraiment un rose, et ici encore pire, un rose fuchsia, qui est très net, hein, qui est bien marqué sur toutes les pièces roses de l'armure. Ensuite, sur les épaulières, on a une forme d'épaule qui est pas du tout la même, hein, puisque vous voyez qu'ici on a un caractère un peu bombé qui n'existe pas sur l'épaulière Bandai. On a également une différence de matériaux, hein, puisqu'on a du full metal pour la figurine Great Toys et moitié métal, moitié plastique chez Bandai. La tâche également d'épaulière n'est pas de même nature, hein, puisque ici vous voyez qu'on a une grosse épaisseur là, qui viendra sans doute un peu handicaper le posing et puis ne sera pas très esthétique dès lors que le personnage sera un peu de côté comme ça, puisque ça sera visible, hein. Ce que d'ailleurs Bandai a rectifié, enfin a bien amélioré sur le Seiya V3, hein, puisque vous vous souvenez, hein, pour ceux qui avaient suivi la revue ou qui possèdent la figurine, il y a un petit retour métal qui permet de planquer cette articulation en plastique. Bon là, bien entendu, il n'y a pas de tout ça sur cette figurine Great Toys, hein. Pour ce qui est de la Bandai, eh bien, le système sera de toute façon plus discret puisqu'il est plus vers l'arrière, hein. Vous voyez que l'articulation se fait davantage vers l'arrière. Donc en termes de forme, eh bien là aussi, on verra avec le Setei tout à l'heure, mais bon, a priori, c'est plutôt du côté de Bandai qu'on a la vérité. En parlant justement de fidélité, eh bien là par contre je vais avoir du mal à en faire l'économie parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et puis de toute façon ça avait déjà marqué tous les collectionneurs qui bien entendu ont été frappés tout de suite par ça, à savoir la prise de liberté de Great Toys pour ce qui est du motif sur l'avant du plastron. Donc on a une partie centrale qui est chromée et puis le pourtour qui est doré orangé, alors que ça devrait être le contraire, ça devrait être comme sur la Bandai. Alors tout de même, c'est loin d'être parfait sur la Bandai, vous voyez que le motif central eh bien, est certes orangé, mais c'est un orange très passé, hein. Surtout quand on le compare par rapport au orange des plumes de Phénix, qui lui par contre est très intense. Là, ça fait un peu peinture délavée. Donc en termes de coloris, eh bien, je préfère bien entendu le coloris de Great Toys. Maintenant, la fidélité du motif n'est pas là. Alors n'est pas là, elle existe hein, tout de même, hein, donc je vous le mettrai en insert à droite, mais ce design apparaît dans quelques épisodes de la série, notamment dans le premier épisode où Ikki apparaît, mais c'est un design qui est assez anecdotique, hein. Dans 90% des épisodes où Ikki apparaît, c'est ce design-là qui est présent sur l'armure, et certainement pas celui-ci. Donc là encore une fois, on peut déplorer le fait que Great Toys prenne une exception et en fasse la règle. En dehors de ça, eh bien, vous voyez que en termes de proportion, eh bien, on est légèrement plus épais que la Bandai, un tout petit peu plus long que la Bandai, donc
j'imagine que ça sera moins sous-dimensionné que ce qu'ils avaient pu faire sur le Shiryu par exemple. Bon, tout en métal, hein, évidemment, cette pièce chez Great Toys, et là encore une fois, chez Bandai, on a l'avant qui est en plastique, et le reste qui est en métal. Donc ça, c'est pour le plastron. Il va rester simplement à évoquer les casques et les plumes de Phoenix. Alors, pour ce qui est des plumes, je vais avoir deux choses à dire. D'abord, le fait que, quand on regarde ces deux plumes, on se rend compte qu'il y a un caractère plus brillant, plus intense sur la Bandai, et beaucoup plus mat, vous voyez, sur la Great Toys. Donc là, ça va être affaire de goût. Moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer l'intensité des couleurs sur la version Bandai. Maintenant, le gros avantage de la plume de chez Great Toys, c'est qu'elle est articulée, on peut lui donner vraiment, on peut lui faire garder des positions. Alors même si vous voyez que c'est pas encore excellent, mais on peut quand même jouer avec et lui faire tenir la position, comme ici par exemple. Alors que sur la Bandai, eh bien certes on peut jouer avec, mais la position reviendra toujours à l'état initial. Donc il faudra ruser, faire tenir ces plumes-là par des parties d'armure ou par les mains pour leur donner une forme particulière, alors que chez Great Toys, eh bien, ça tiendra sans souci grâce à un petit fil de fer à l'intérieur que l'on peut discerner, vous voyez, dans ces petits trous, qui sont assez disgracieux d'ailleurs, je dois dire. Je comprends pas pourquoi Great Toys s'obstine, ils avaient fait la même chose hein, sur leur Iki V4, à mettre des petits trous comme ça à l'intérieur des plumes, alors qu'a priori ça ne doit pas être nécessaire pour pouvoir mettre ce fil de fer à l'intérieur, puisque toutes les autres, vous voyez, elles sont pleines. Donc on ne comprend pas trop pourquoi ils s'amusent à faire ça, ou alors si vraiment ils sont obligés de le faire, pourquoi n'ont-ils pas au moins rempli d'un côté de la plume? On a du mal à dire. Donc ce qui fait encore une fois ce côté un peu cheap de la figurine. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour ce qui est des plumes, et enfin dernière chose, le casque. Alors casque eh bien, qui est satisfaisant des deux côtés. En termes de proportion, eh bien, vous voyez qu'on a un côté plus imposant sur le casque iX, mais encore une fois, ça doit être énormément dû à les différences de taille entre une iX et une classique. Maintenant, comme ça n'a pas l'air d'être trop imposant non plus, donc on a quand même l'avant du casque qui est bien plus allongé sur la version Great Toys, mais il n'y a rien d'infamant a priori. Donc ça, encore une fois, on verra une fois la figurine montée, ce que ça donne par rapport au Setei. Donc voilà pour ce qui est des pièces, on va regarder maintenant les personnages sans armure. Pour ce qui est des corps, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est la différence de taille qu'il y a entre ces deux versions. Bon ça va pas vous surprendre, hein, puisqu'on a typiquement une différence de taille entre une version iX et une version normale. Ici, eh bien, si je mets la règle comme ça, en essayant de la garder le plus parallèle possible au support, eh bien vous voyez que c'est de l'ordre de 1 cm, peut-être un peu moins d'1 cm. Donc ce qui veut dire que pour les collectionneurs qui se posent la question, est-ce que j'aurai toujours une différence entre mes Gold EX et mes Bronze V1 si jamais je prends les versions Great Toys? Eh bien la réponse est oui. Et pour vous le montrer, eh bien j'ai sorti mon Shura EX et vous voyez que eh bien, il a toujours une hauteur supérieure au Iki qui est à sa gauche. Donc de ce côté-là, la logique avec l'animé sera respectée, pas d'inquiétude. Ça ne doit pas être un critère à prendre en compte dans votre choix. Pour ce qui est de l'apparence des deux corps, eh bien j'aimerais souligner l'effort qu'ont fait les deux marques de rendre le personnage plus costaud que les 4 autres du groupe. Ceci est visible au niveau des mollets, vous voyez que les deux eh bien, ont de gros mollets de cyclistes. Ce faisant, eh bien, il respecte simplement la logique de l'animé, puisque dans l'animé, Iki est plus costaud que ses 4 autres camarades. Pour ce qui est maintenant des corps en particulier, eh bien d'abord celui de Bandai. Vous avez un corps de type G3 amélioré, donc avec pièces de renfort ici au niveau de l'abdomen et au niveau de l'entrejambe, ce qui fait que en termes d'articulation, eh bien c'est très mobile et également suffisamment rigide pour qu'on puisse le faire tenir la position, aussi bien donc sur cette articulation là que sur l'entrejambe, même si c'est pas à l'excès. Vous voyez que ça tient comme ça à la verticale, mais si je secoue, eh bien ça a fini par descendre, hein. Au niveau du genou, en revanche, c'est très rigide. Donc ça, c'est le cas sur les deux jambes. Peut-être, vous voyez même, c'est peut-être un peu mieux encore sur la jambe gauche. Et au niveau des genoux, pas de souci. Au niveau du haut du corps, eh bien, pas de problème non plus. Les épaules, c'est bien rigide. Au niveau des points d'articulation intermédiaires, c'est-à-dire au niveau des coudes, pas de problème également.
Et au niveau de la tête, pas de souci, c'est à la fois mobile et ça tient la position. Donc de ce côté-là, rien à dire. Bon, évidemment, on a les limitations d'un corps classique, encore que celui-ci est un corps classique de bonne facture. Donc quand je dis limitation d'un corps classique, ça veut dire que par rapport à un IX, eh bien, on aura moins de mobilité. Au niveau de la rigidité, souvent on en aura également moins. Ceci se vérifie sur ce corps Great Toys qui est lui de très bonne facture. On a beaucoup de rigidité aussi bien sur les épaules que sur les coudes et que sur l'entrejambe. Alors vous voyez ici, là par contre je peux secouer comme je veux, ça ne descend pas. Et également au niveau du genou, c'est bien rigide. Vous entendez d'ailleurs le grincement qui ne trompe pas. Vous avez donc ça sur les deux jambes, vous voyez que rien à dire de ce côté-là. La marque est fidèle à sa réputation. Au niveau du buste, alors c'est, vous voyez, pour le coup, moins mobile que sur la version classique, mais en termes de rigidité, il n'y a pas de problème. À la différence d'un corps classique, eh bien, vous avez ici un buste qui coulisse vers le haut et vers le bas. Donc bon, normalement c'est pour pouvoir mettre un corset, mais ici il n'y a pas de corset pour ce personnage, donc on ne voit pas trop l'utilité de cette articulation, mais elle existe. J'aimerais mentionner ensuite deux autres choses avant de clôturer ce point de la vidéo. C'est l'inversion qu'il y a eu entre le pied droit et le pied gauche sur la version Great Toys. En effet, vous voyez qu'ils sont estampillés L, donc L pour left, R pour right, donc pied droit, pied gauche normalement. Malheureusement, ces pieds ont été inversés, donc ils se sont gourés quand ils ont gravé les lettres. Alors comment on le sait? Ben, c'est simple, si vous regardez donc ce pied-là, vous avez donc l'articulation entre le pied et la cheville, vous avez une petite partie ici qui est normalement plus grande sur l'intérieur du pied. Ce qui veut dire qu'ici on a clairement un pied droit. Vous voyez la différence? Donc ils sont simplement plantés. Donc si jamais vous avez respecté les lettres telles qu'elles sont gravées en dessous des pieds, eh bien inversez vos pieds parce qu'ils ne sont pas dans le bon sens. Autre chose également que j'aimerais mentionner, c'est que ces petites pointes du phénix sont amovibles. C'est également le cas pour la bandaille. Sauf que sur la bandaille, elles tiennent très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, pour la Great Toys, eh bien, elles sont sans arrêt en train de tomber, si bien que moi, personnellement, j'ai fini par les coller, parce que de toute façon, il n'y avait pas matière à les laisser comme ça amovibles. Il n'y a pas du tout de porte-armure à monter, donc je ne vois pas trop pourquoi d'ailleurs cette pièce est amovible. Donc, bref, moi j'ai fini par la coller, mais sachez que au départ, eh bien, elle ne tenait pas bien sur le personnage. Donc ça, c'est pour ce qui est des corps à nu. Maintenant, eh bien, je vais passer au montage en accéléré de cette version Great Toys. Allez, donc c'est parti pour ce montage. Donc n'oubliez pas d'inverser les pieds si vous ne l'avez pas fait avant. Pour ce qui est de la partie basse de la figurine, j'ai pas grand chose à déclarer, si ce n'est bien les genouillères qu'il faut faire attention de bien placer dans le bon sens. Donc il y a une partie plus épaisse qui se met vers le bas. Les ergots de ces genouillères ne sont pas profilés, donc ils ne sont pas bien adaptés au trou du genou, donc il faudra forcer un petit peu. Mais bon, ça, si vous connaissez un peu les figurines de cette marque, vous commencez à en avoir l'habitude, puisque c'était déjà le cas pour le cygne. Pour ce qui est de la jupe, pas grand chose non plus à déclarer, si ce n'est que le système d'attache du pan avant se fait donc en coulissant vers le haut, donc n'essayez pas de tirer vers l'avant, sinon vous allez endommager la pièce. Pour le plastron, eh bien, vous aurez la difficulté du montage des plumes de phénix. Donc là, le conseil que je peux vous donner, puisque j'ai essayé les deux systèmes, c'est d'abord de retirer les ailes atrophiées, de monter les plumes, donc vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire, et ensuite de glisser la pièce des plumes de phénix en dessous de ces plumes-là. Donc c'est pas très aisé, mais à mon avis, c'est quand même moins difficile de le faire comme ça que de laisser la pièce en place et essayer de glisser les plumes en dessous, ce qui risque d'abîmer les extrémités des plumes. Donc moi, j'ai fait comme ça et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, donc on arrive sur les épaulières, donc vous voyez qu'il y a un détrompeur que je suis en train de montrer là, qui indique donc épaulière droite, épaulière gauche, donc R et L. Donc normalement vous ne pouvez pas vous tromper, c'est à l'extrémité. Vous voyez, c'est pas forcément évident à voir, donc c'est pour ça que je me suis un peu attardé dessus. Ensuite, pour ce qui est du montage des avant-bras, bon bah j'ai pas eu de difficulté. La difficulté qu'on peut avoir d'habitude, c'est en mettant les mains sur les ergots prévus à cet effet. Mais là, j'ai pas eu de problème pour enficher les mains. Donc là, je suis en train de monter le côté gauche. On arrive maintenant au montage donc, de l'avant du plastron, pas de souci, il tient plutôt bien. Et on va arriver sur le montage du casque.
Alors pour ce qui est du montage du casque, eh bien d'abord il faut retirer toutes les parties chevelure, ne garder que la partie qui permet de tenir le visage et également le visage dessus. Ensuite, eh bien, il faut placer la mèche qui se met sous le casque, donc il y a un trou sur la pièce du dessus, vous voyez, et il y a un ergot qui se met dedans. Pour ce qui est du démontage du casque, eh bien, il faut démonter la partie avant, et ici, vous voyez comment je m'y prends. D'abord, j'ai opéré une pression sur la partie basse du casque pour détacher le premier ergot, et puis ensuite, pour l'ergot du dessus, eh bien, j'ai opéré une rotation d'avant vers l'arrière qui permet de le dégager sans casse. Donc faites attention parce qu'il y avait eu pas mal de casse sur les figurines précédentes. Donc ensuite, eh bien, on rejoint tout ça. Alors il y a un peu de jeu avec le visage, donc il faudra jouer un petit peu avec celui-ci pour avoir un bon alignement avec le visage. Donc voilà ce que donne la figurine en gros plan une fois montée. Alors comme ça, mes premières impressions, je dirais qu'il y a des points que j'aime bien et d'autres que j'aime pas du tout. D'abord en termes de rendu, elle est plutôt sympa, en tout cas plus sympa que ce que j'aurais cru au départ. Et ça c'est surtout dû au visage et au casque, hein. Ce combo me semble très bon. On aura l'occasion de le vérifier après avec le Setei, mais là je retrouve bien le personnage personnellement. Ensuite, ce que j'aime bien également, c'est les plumes de phénix articulées qui permettent de donner cet effet courbé sans avoir recours à des artifices, donc ça c'est plutôt bien. Les choses que j'aime moins, comme ça, au-delà des problèmes de conformité et du problème du rose très fuchsia des pièces, c'est au niveau des plumes, ok, elles sont articulées, mais c'est pas la panacée non plus. Vous voyez que si on veut les maintenir dans cette position, par exemple, eh bien malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de rigidité sur la pièce à l'arrière qui maintient les plumes. Donc ça, malheureusement, ça limite encore quand même le mouvement qu'on pourra donner à ces plumes de phénix. Autre chose que j'aime pas, et ça je l'avais déjà évoqué lors de la découverte des pièces, et ça se vérifie une fois la figurine montée, c'est que vous voyez les pans latéraux de cette jupe malheureusement ont tendance à rebiquer. On aimerait les maintenir comme ceci pour avoir un effet de jupe bien groupé, et malheureusement eh bien, ce n'est pas possible. Vous voyez, ça revient à chaque fois en place. Donc ça c'est moyen. Également autre chose qui est encore pire et que j'aime pas du tout, mais là encore c'est pas une surprise, c'est l'articulation des épaulières. Vous voyez que l'articulation pose carrément sur le bras du personnage, ce qui fait que on n'aura pas une épaulière qu'on pourra mettre de façon plate, hein. Elle aura toujours tendance à aller en oblique comme ça, et de façon plus ou moins marquée, selon que vous donnez une forme du bras vers le haut ou vers le bas. Là, je suis au maximum de ce que je peux faire vers le bas, j'ai l'impression. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Ce qui veut dire que là, l'épaulière pose déjà sur l'épaule du personnage, et on a quand même un effet d'épaulière en oblique, hein, comme ça. Donc ça, c'est malheureusement pas génial. Mais bon, de toute façon, ça, je m'y attendais, puisque sur le Seiya V1 de la même marque, c'était exactement la même chose. Donc ici, eh bien, vous retrouvez le même problème. Vous avez également une articulation qui est quand même assez visible, hein. Dès que le personnage sera de 3/4, eh bien, on aura une visibilité sur cette articulation. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, encore une fois, c'est pas une surprise. Donc voilà pour ce qui est des premières impressions. Je vous fais le posing et on se retrouve juste après pour le bilan.
C'est parti pour ce bilan avec comme d'habitude l'analyse de conformité grâce au CTI de Gdevke que je vais vous mettre à gauche. Donc si on démarre par le bas de la figurine, au niveau de la jambière, eh bien au niveau de Bandai vous avez bien une jambière qui est plutôt bien proportionnée avec également des motifs qui sont bien respectés. Vous voyez notamment qu'il y a 1, 2, 3 stries qui sont présents sur le CTI, là où pour Great Toys on a 1, 2, 3, 4 stries. Donc là vous avez déjà un premier problème de conformité qui se pose. Autre problème, eh bien, c'est sur l'épaisseur de cette jambière. Vous voyez que cette partie-là est un peu trop épaisse par rapport à ce qu'elle devrait être. De ce côté-là, eh bien, la vérité est plutôt chez Bandai. Vous voyez ici, il y a quand même pas mal de finesse qui montre un mollet qui est quand même très saillant, et ce qui est un peu moins le cas ici sur la Great Toys. Autre problème qui se pose, eh bien, c'est évidemment sur la genouillère, qui est bien trop épaisse pour la Great Toys et aussi trop anguleuse. Au niveau de la taille maintenant, eh bien, elle monte assez sur la cuisse. En revanche, elle devrait descendre également pour venir épouser le bas de jambe, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ce qui crée, vous voyez ici, un jour qui n'est pas très gracieux. Ce qu'a évité Bandai, puisque vous voyez que au niveau de la taille de cette genouillère, au niveau de la cuisse, eh bien, ça monte à peu près au même endroit. Par contre, ça descend davantage pour venir épouser la jambière, donc ce qui évite l'effet de jour que j'évoquais il y a un instant. Vous remarquez néanmoins qu'au niveau de Bandai, eh bien, c'est pas parfait vraiment, puisque vous avez certes une forme de genouillère qui est pas mal sur le dessus. En revanche, pour le dessous, eh bien, on termine beaucoup trop en pointe, et puis aussi ça manque un petit peu d'épaisseur sur le côté. On continue en remontant et on arrive maintenant donc sur la jupe. Du côté de Bandai, eh bien, vous voyez que le design est quand même très proche de ce qu'on a sur la figurine, avec notamment un pan de jupe avant qui est quand même pas trop mal respecté, même s'il manque un petit peu d'épaisseur sur les côtés. Vous avez aussi les petites ailettes des pans latéraux que l'on peut bien positionner pour bien respecter le setei. Vous avez aussi cette petite pièce là, donc argentée, qui était pas mal respectée. Alors ça se voit pas sur le setei, donc je vous mettrai un petit insert du design en couleur et vous remarquerez que la couleur ici est bien respectée. Donc ce que n'a pas évidemment fait Great Toys, puisque vous voyez ici qu'on a une belle pièce en plastique, donc qui n'est pas très gracieuse. Vous avez les ailettes des pans latéraux que malheureusement on ne peut pas positionner comme il faut. Vous voyez qu'ils ont tendance à revenir toujours au même endroit. Alors, et quand bien même vous arriverez à les mettre, eh bien, vous voyez qu'il manque d'épaisseur, donc ce qui crée des effets de jour accentués par ce que je décrivais tout à l'heure, à savoir, vous voyez, quand on appuie sur les pans latéraux, ils ont tendance à se remettre en place, donc on n'a pas cet effet groupé qu'on aimerait avoir. Donc ça, c'est pour ce qui est de la jupe. Ensuite, pour ce qui est des bras, eh bien, je dirais qu'au niveau de Bandai, la pièce est assez conforme, au niveau notamment du motif qui est ici. Maintenant, elle manque un tout petit peu de longueur, elle devrait être un poil plus longue. Ce qu'a essayé de rectifier Great Toys, mais ils ont été trop dans l'excès. Vous voyez qu'on a une pièce qui dépasse très largement du coude. Ils ont essayé également de mettre une sorte de relief sur le motif ici, donc ce qui est une prise de liberté par rapport au design d'origine. Pour ce qui est du plastron maintenant, eh bien, du côté de Bandai, on a une pièce qui manque un peu de conformité, aussi bien sur la partie basse qui devrait être beaucoup plus fine ici, et également sur la partie haute qui devrait également être plus fine en partant vers les côtés. On a également un orangé ici qui n'est pas suffisamment marqué, la couleur est très palote, on a même du mal à discerner qu'il y a deux couleurs différentes. Pour ce qui est maintenant de la longueur de cette pièce-là, en revanche, eh bien, c'est plutôt bien, la proportion est bonne. Elle est bonne également pour ce qui est de la montée vers le cou du personnage. Vous voyez que le cou du personnage est encore assez apparent. Ce qui n'est pas le cas sur la version Great Toys, donc vous voyez que d'abord, première chose, le motif du plastron n'est pas le bon. Donc comme j'ai dit, il est valable uniquement que pour quelques épisodes dans la série, mais il n'est pas conforme à 90% de ce qu'est Ikki dans la série, donc ça c'est un peu dommage ce choix de Great Toys. Vous avez aussi une pièce qui fait très massive. Elle fait très massive d'abord parce que le matériau utilisé est du métal, donc vous avez un côté plus épais que la pièce Bandai qui est en plastique. Vous avez aussi une pièce qui monte beaucoup trop haut dans le cou du personnage, je pense que ça vous apparaîtra clair, et qui manque également de finesse et aussi de longueur sur les côtés. Alors on n'en est pas au point du plastron du dragon de la même marque, mais à mon avis c'est quand même un peu sous-taillé. Pour ce qui est des épaulières, eh bien, il y a des problèmes des deux côtés. Pour ce qui est de la Bandai, vous avez une partie haute qui est trop longue et également trop rectiligne. Pour ce qui est de la version Great Toys, vous avez aussi cette partie haute qui est trop longue. Donc, vous voyez qu'elle avance beaucoup trop sur la partie basse de l'épaulière et également cette fois-ci trop courbée. Donc ils ont été dans un accès inverse. Enfin, on va terminer par le rendu casqué. Donc je soulignais tout à l'heure à l'issue du montage que je retrouvais quand même bien le visage du personnage avec cette version Great Toys. Et effectivement, pour
pour moi c'est quand même bien fidèle au niveau du visage. Pour ce qui est du casque, eh bien à part la prise de liberté sur la partie ici, la pointe du casque qui est beaucoup trop longue, je pense que ça vous apparaîtra clair. Moi je retrouve vraiment bien le visage du personnage. Pour ce qui est de la Bandai, eh bien pour le casque il est également pas mal fidèle. Le visage du personnage malheureusement est pour moi loupé, donc ça c'est vraiment spécifique à cette version Revival. Si vous avez la possibilité d'avoir plutôt la première édition, eh bien vous aurez un visage qui est bien plus fidèle que celui-ci, mais encore une fois, je vous renvoie à la revue numéro 11 pour voir la différence entre les deux. Vous avez aussi donc cette pointe avant du casque qui a été un petit peu surtaillée par rapport au Setei, mais dans des proportions moindres que la version Great Toys. Néanmoins, chez Great Toys, c'est loin d'être parfait du point de vue de la tête, puisque vous avez ici, alors je vais devoir retourner la figurine pour vous le montrer. Voilà, donc vous voyez que ici, eh bien, vous avez exactement le même trou que ce que j'avais déjà montré pour le Shiryu de la même marque. Donc malheureusement, ça manque énormément d'épaisseur avec cette chevelure qui se met avec le casque. Et donc ça crée un trou. Et ça, c'est pas vraiment le cas sur la version Bandai. Alors certes, il y a un trou, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus discret que celui de la Great Toys, alors surtout si je les mets à peu près dans la même position. Donc vous voyez que ça manque cruellement d'épaisseur ici, donc c'est pas mal épais au niveau de la Bandai. Alors en plus là, j'ai bien incliné la tête vers le bas, mais vous voyez que si on joue un peu avec la chevelure, eh bien il est assez facile de camoufler ce petit trou, alors que pour la Great Toys, eh bien vous voyez que quoi que vous fassiez, vous aurez toujours cet écart qui sera apparent. Il n'y a pas moyen malheureusement de le combler. Donc ça, c'est pour ce qui est de la tête. Donc globalement, si je devais conclure sur ce bilan de conformité, eh bien, je dirais qu'il n'y a pas photo, hein. La figurine Bandai est nettement plus conforme que la Great Toys. Alors c'est loin d'être parfait chez Bandai, mais en tout cas, on a moins d'incohérence par rapport au design d'origine. Pour ce qui est du bilan maintenant, eh bien, je vais reprendre les items que j'ai pu détailler dans la comparaison, et puis donc je vous donnerai mon verdict. D'abord, pour ce qui est du packaging, eh bien, la victoire va bien entendu à Bandai, parce que au moins le packaging Bandai est en rapport avec la série, ce qui n'est absolument pas le cas de celui de Great Toys. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes collectionneur à la fois amateur de figurines, mais aussi de sa partie packaging, eh bien, il n'y a pas photo, il faudra bien entendu se diriger vers la Bandai. Pour ce qui est du tarif, eh bien, la victoire va bien entendu à Great Toys, hein, puisque la Bandai est devenue vraiment inabordable. Pour ce qui est maintenant du choix des visages et des paires de mains, alors certes les paires de mains sont en un peu plus grand nombre chez Bandai, mais il y a une variété de visages tellement plus importante chez la Great Toys que bien entendu la victoire va très largement à Great Toys dans ce secteur-là. Les visages sont à la fois plus nombreux, mais aussi beaucoup plus fidèles que ceux de la Bandai. Donc si pour vous les visages sont primordiaux, et bien là encore une fois, il n'y a pas photo, il faudra vous diriger vers la Great Toys. Enfin, pour ce qui est de la conformité des pièces et du personnage, eh bien, la victoire ici va à Bandai, aussi bien en termes de dessin des pièces, donc de forme des pièces, que des motifs à l'intérieur, donc le plastron, les jambières, que également en termes de coloris. Alors certes, il y avait déjà eu des prises de liberté au niveau des couleurs qui avaient été faites par Bandai, avec un rose qui n'était pas assez saumonné, mais chez Great Toys, eh bien, on a poussé le curseur encore plus loin, ce qui peut en rebuter quand même certains. On est quand même très loin ici de la couleur du personnage dans la série. Ceci ajouté au fait également du plastron, hein, dont le motif est quand même très éloigné de 90% des designs de Iki. Donc vous voyez qu'ici, d'un point de vue purement comptable, eh bien, on est à 2 points pour la Bandai et 2 points pour la Great Toys, donc ce qui veut dire qu'on pourrait déclarer une égalité. Maintenant, eh bien, tout va dépendre de votre attachement à l'un ou à l'autre des critères et qui vous dirigera bien sûr sur l'une ou l'autre version. Donc ici, eh bien, j'ai envie de dire que peut-être ce qui sera déterminant, c'est le rendu général de la figurine. Préférez-vous ce côté un peu plus fidèle et plus trapu de la Bandai, ou alors ce côté un peu plus élancé et qui s'arrangera davantage des poses dynamiques. Donc ça sera vraiment le choix de chacun. Donc voilà pour ce qui est de cette review numéro 62, qui j'espère vous aura intéressé et diverti, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le signifier dans l'espace commentaire. Je vous encourage également à aller visiter les chaînes de mes camarades youtubeurs, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore déjà fait, et puis je vous quitte en vous souhaitant simplement de très bonnes fêtes, profitez de vos proches, et à très bientôt.